Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dernière vidéo concernant les cristaux. Nous allons parler de cristaux covalents et de cristaux moléculaires. Alors, ces dernières catégories de cristaux nous donnent des cristaux dont la cohésion est assurée soit par des liaisons covalentes, soit par des liaisons intermoléculaires, donc de type Van der Waals ou liaison hydrogène. Alors ici, on va rester assez descriptif, c'est-à-dire que en général, les exercices posés sur ces types de cristaux vont être des exercices dans lesquels la maille sera déjà fournie. Et ce sera par analogie avec les mailles rencontrées soit dans les cadres des cristaux ioniques, soit dans le cadre des cristaux métalliques. Alors, les cristaux covalents ont une cohésion assurée par des liaisons covalentes, comme leur nom l'indique. Donc ça veut dire que les électrons qui lient les éléments sont localisés au voisinage des deux éléments liés entre eux. Alors, quelles conséquences est-ce que ça va avoir sur les propriétés observables à notre échelle? Eh bien déjà, on sait que la liaison covalente, donc du fait que les électrons ne sont pas délocalisés, est une liaison qu'on va devoir casser à chaque fois que les atomes se décalent les uns par rapport aux autres. Donc si on est obligé de casser ces liaisons, ça signifie que les matériaux créés mettant en jeu des liaisons covalentes vont être des matériaux durs et peu déformables. Autre chose, les électrons des liaisons covalentes sont des électrons localisés dans l'espace. Donc on va avoir affaire à des matériaux qui sont des isolants. Donc on n'aura pas possibilité de déplacement d'électrons d'un bout à l'autre du matériau quand on a affaire à des cristaux covalents. Dernière chose, les températures de fusion vont être élevées. Alors au niveau microscopique, on sait que les liaisons covalentes sont des liaisons à forte énergie. Donc briser ces liaisons va nécessiter un apport d'énergie important, ce qui explique les températures de fusion élevées de ces solides. Alors, le cristal covalent par excellence, c'est le carbone-diamant, que l'on va se proposer d'étudier aujourd'hui. Donc le carbone-diamant, alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse très spécifiquement à celui-ci? Parce que eh bien, c'est une structure qui va ressembler à une structure que l'on a déjà croisée préalablement, c'est-à-dire la structure ZNS blinde. La différence étant que tous les sites d'occupation par un ion sont ici des sites d'occupation du carbone. Donc on va avoir une structure cubique face centrée d'atomes de carbone avec occupation d'un site T sur 2 par un atome de carbone. Donc les carbones vont être tétraédriques et c'est une structure qui sera à faible compacité. Par ailleurs, vous le savez sûrement, mais le diamant est un matériau très dur, très peu déformable. Ainsi, il sert même pour découper des vitres. Donc, ça veut dire que la dureté du diamant est supérieure à celle d'une vitre, tout simplement. Alors, on va se proposer d'aller visualiser cette structure sur MINUSC, donc un petit peu comme d'habitude, maintenant. Hop, donc la structure carbone-diamant. Alors, la structure carbone-diamant. Donc ici, elle est affichée en vue de loin, on va se rapprocher un petit peu, on va enlever les liaisons. Là, vous voyez ce qui se passe. On a une structure cubique face centrée. Vous voyez, tous les centres des faces sont occupés et les sommets du cube. Et ensuite, occupation d'un site T sur 2. Alors, on va se placer en vue de dessus, ça aidera à voir ce qui se passe. Vous voyez, dans une diagonale, 2 sites T occupés, dans l'autre diagonale, en dessous, 2 sites T occupés. Au niveau des liaisons, hop, je reviens avec les bâtonnets, on constate que chaque carbone forme 4 liaisons avec ses voisins. Ici, on pouvait s'y attendre. On sait que les carbones sont, quand ils forment 4 liaisons, tétraédriques. Et si on affiche les polyèdres de coordination, eh bien on constate l'apparition de tétraèdres sur l'ensemble de la figure. Alors, que peut-on dire de plus sur cette structure? Eh bien, on peut dire assez facilement que le contact entre deux carbones voisins va se faire le long de la demi-diagonale d'un petit cube d'arête A sur 2. Et donc la compacité de cette structure sera relativement faible, de par ce contact qui va éclater énormément la structure cubique face centrée habituelle. Donc on va se proposer maintenant de déterminer la compacité de cette structure, ainsi que la population, etc. Donc, on va commencer par travailler sur, première information qui nous intéresse, la coordinance. La coordinance, carbone-carbone, donc on sait qu'elle sera de 4. Ce qui veut dire qu'un carbone est en contact avec 4 voisins.
Ici, on pouvait s'y attendre, les carbones sont des carbones tétraédriques. Donc en disposition, on écrirait AX4E0, n'est-ce pas? Et ceci fait écho à la configuration électronique du carbone. En 1s2, 2s2, 2p2, qui fait apparaître 4 électrons de valence. Donc avec hybridation, 4 électrons célibataires sur chaque carbone. Alors au niveau de la compacité, si on veut déterminer la compacité de la structure, il va falloir déterminer la population de cette structure. Alors la population, on va revenir à la représentation juste avant, voire même on va tenter une représentation à main levée. Alors, ici, donc, on va épaissir un petit peu le trait, hop, on va avoir une structure cubique face centrée. Donc structure cubique face centrée. Hop, je fais une bêtise ici. Hop, un petit coup de gomme. Tac. Avec occupation d'un site tétraédrique sur 2. Alors, hop, ici, il va me rester la dernière diagonale. Alors, paf, paf, face avant. Alors, je vais positionner les arêtes. Et ensuite, on va positionner le 1 site T sur 2. Alors, hop, on positionne les arêtes. Très fin, ça suffira. Hop. Donc pour l'instant, j'ai dessiné une simple structure cubique face centrée, classique. Donc à partir de là, on sait que les motifs sur les sommets vont chacun compter pour 1/8. Et que les centres des faces vont chacun compter pour 1/2. On rajoute ensuite occupation de la moitié des sites T, donc toujours avec du carbone. Hop. Donc ici, si on décide d'occuper une diagonale, alors hop, on imagine le croisement à ce niveau-là, le croisement, hop, face avant, face latérale, hop, ici, on va occuper la seconde diagonale en bas. Hop. Ok, donc à ce moment-là, la population, eh bien, elle va être de 4 pour l'occupation des sites T, plus pour les sommets, donc pour les 8 sommets, « 8 fois 1/8, plus les milieux des arêtes, les milieux des faces, pardon. Les milieux des faces, on va donc être à 6 fois 1/2. Donc ça nous fait une population ici de 8. Alors, la relation entre A et R, comment est-ce qu'on va l'établir? Eh bien, on sait qu'on va avoir contact le long de la demi-diagonale, diagonale du petit cube donc ce qu'on peut dire ici, c'est que 2 fois le rayon du carbone
vaudra la demi-diagonale d'un petit cube. Alors la diagonale d'un petit cube, c'est racine de 3 fois a sur 2, que l'on redivise par 2, racine de 3 fois a sur 4. Le volume de la maille. Alors le volume de la maille, quant à lui, il vaut très simplement a au cube. Le volume occupé, il vaudra la population, Z, donc égale 8 fois 4 tiers de pi fois R au cube. Ensuite, pour calculer la compacité, on va simplement faire le rapport du volume occupé sur le volume de la maille. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici? 8 fois 4 tiers de pi R au cube sur A au cube, sachant que A au cube fait 8 R sur racine de 3, le tout au cube. Donc, on va avoir 8 R au cube sur racine de 3 au cube, donc on va faire remonter un 3 racine de 3, 8 au cube ici. Ensuite, au numérateur, on aura 8 fois 4 fois pi que l'on divise par 3. Alors, au final, qu'est-ce qui va rester? 8 au cube simplifié par 8 fois 4. Il va rester 2 fois 8 au dénominateur, donc 16. 3 se simplifie avec racine de 3. Donc 8 fois 4 simplifié par 8 au cube reste 16. 3 racine de 3 et 3 en bas, il reste racine de 3. Et donc on va avoir racine de 3 fois pi sur 16. La compacité vaudra donc ici, petit calcul, 0,34. Donc si on fait le bilan, eh bien on peut dire que le carbone diamant nous donne un taux d'occupation de l'espace de 34%. Donc vous voyez par rapport au taux d'occupation de l'espace des métaux, où on est à 74% pour les structures les plus compactes, ici on est à moins de la moitié de ce taux d'occupation. Donc le carbone diamant est une structure rigide, mais qui laisse beaucoup d'espace vacant. Alors, là on est sur un cristal covalent pur, d'ailleurs un des seuls cristaux covalents purs que l'on va croiser, dans la mesure où très vite on va basculer vers des liaisons qui tendent vers des liaisons métalliques, à mesure qu'on descend dans la classification. On rappelle que dès qu'on est suffisamment bas, on est dans la famille des métaux, ou alors on va avoir affaire pour des corps purs à des cristaux moléculaires si les corps purs eux-mêmes s'arrangent déjà pour former des molécules. On peut penser au dioxygène, au diiode par exemple, qui vont déjà former des molécules qui vont par la suite s'assembler grâce à des liaisons intermoléculaires. Alors, le carbone a un statut très particulier car c'est l'élément qui nous permet de glisser progressivement des cristaux covalents, de la liaison covalente, vers la liaison métallique. On a un deuxième mode de cristallisation du carbone qui est un mode intermédiaire entre les cristaux covalents et les cristaux métalliques. Ce deuxième mode, c'est le carbone graphite. Alors le carbone graphite, on va s'attacher à le décrire simplement. On va dire que on a des feuillets, donc des strates, dans lesquelles les carbones sont disposés sur des hexagones et reliés par des liaisons covalentes. Donc en gros, chaque carbone est lié à ses voisins par 3 liaisons covalentes. Et ensuite, les feuillets sont liés entre eux par les électrons restants. En gros, il reste un électron par carbone, par des interactions de Van der Waals. C'est-à-dire qu'un feuillet est relié à un autre par des interactions un petit peu plus faibles, ce qui fait que la distance entre deux feuillets est supérieure à la distance entre carbones au sein d'un feuillet. Donc ici, on va avoir sur une dimension d'espace un matériau assez rigide, c'est-à-dire que les plans vont être durs à compacter ou à rapprocher ou éloigner les uns des autres, et dans l'autre sens, on va pouvoir faire glisser les plans de graphite, les plans de graphène on peut dire, on va pouvoir faire glisser les plans les uns par rapport aux autres.
en effet, entre les deux, on a juste une mer d'électrons libres, ce qui va donner des propriétés proches de celles d'un métal. Donc ici, on va avoir un matériau qui va être un matériau clivable et anisotrope au niveau de la conduction électrique. Si on essaye de faire passer un courant entre deux plans, les électrons libres vont pouvoir facilement se déplacer, et donc on va avoir une bonne conduction électrique. Si on essaye de faire passer le courant perpendiculairement au plan, on va avoir un problème car les électrons ne peuvent pas sauter d'un espace séparant les plans à un autre. Donc on aura une conduction électrique qui sera anisotrope. Alors on va se proposer de regarder ce fameux graphite en retournant sur MINUSC. Hop, comme ceci, on fait la transition et on va chercher le graphite. Alors, vous voyez ici le graphite représenté, j'ai trop zoomé, représenté en 3 dimensions. Alors là, vous avez une seule unité de répétition. Donc on va créer une deuxième unité de répétition. Et là, vous voyez bien ce qui se passe. Hop. On va avoir une disposition hexagonale des carbones dans différents plans. Et les hexagones seront décalés entre un plan et le plan suivant. Comme ceci. Donc ici, si on revient sur le courant lui-même, ce qu'on va pouvoir dire, donc c'est que certains carbones vont se trouver entre guillemets en face d'autres carbones dans le plan du dessous, tandis que d'autres carbones, bon, ceux qui sont représentés en rouge ici, vont se trouver projetés dans le plan du dessous, au centre des hexagones. Donc on va avoir comme ça un matériau qui se construit en feuillet, avec des plans présentant des structures en nid d'abeille, décalés les uns par rapport aux autres. Donc ici, on va pouvoir dire qu'au sein des plans, le type de liaison chimique mis en jeu est une liaison purement covalente. Donc un plan tout seul, c'est ce qu'on va appeler du graphène. Entre les plans, on va avoir des électrons libres, les plans qui se relient entre eux par des interactions de Van der Waals, et les électrons libres entre les plans, qui vont donner des propriétés de conduction électrique. Donc, éventuellement, si vous le croisez en exercice, la structure du graphite sera rappelée. Et donc il faudra essayer à ce moment-là plus de faire de la description qualitative des propriétés de ce matériau. Il nous reste maintenant un dernier cas de cristal à traiter, c'est le cas des cristaux moléculaires. Alors, les cristaux moléculaires, de quoi sont-ils constitués? Ils sont constitués de molécules qui conservent leur individualité. C'est-à-dire qu'on prend une molécule, cette molécule constitue une entité en tant que telle. Et ensuite, ces molécules se lient avec leurs voisines par des liaisons intermoléculaires de type hydrogène ou de Van der Waals. Donc on pense notamment aux cristaux de glace, que l'on peut là aussi observer sur MINUSC. Donc, ce qu'on se propose de faire tout de suite ici. Alors, j'effectue la transition, j'ouvre la glace. Hop. Alors là, vous voyez, c'est un cristal un petit peu plus complexe encore. Vous voyez, la maille n'est absolument pas simple, on a un grand nombre de molécules d'eau. Et ici, je vais faire apparaître, en plus des liaisons covalentes, donc vous voyez là les molécules d'eau, en rouge les oxygènes, en blanc les hydrogènes, je vais pouvoir faire apparaître les liaisons hydrogènes. Et là, qu'est-ce que je vais constater? Eh bien, je vais constater que le cristal de glace a une cohésion assurée par des liaisons hydrogènes. Donc, les hydrogènes très peu électronégatifs sont liés aux oxygènes très électronégatifs. Le déplacement des doublets électroniques liant les hydrogènes aux oxygènes se fait très fortement en faveur des oxygènes. Les oxygènes concentrent des électrons et vont pouvoir s'associer aux hydrogènes voisins qui, eux, sont quasiment libérés de leur environnement électronique. Donc les noyaux d'oxygène vont pouvoir, enfin les atomes d'oxygène, vont pouvoir s'approcher très très près
des noyaux d'hydrogène et créer des liaisons chimiques relativement fortes. Donc là, bon, vous voyez, la structure est relativement complexe, mais si on regarde en vue du dessus, on va constater qu'il y a apparition, là encore, de formes hexagonales en projection dans un plan. Donc on se doute que ça n'est pas tout à fait une coïncidence. Et donc le cristal de glace, ici, eh bien, va présenter une périodicité à 3 dimensions, avec en vue du dessus, donc, des structures relativement simples à décrire. Voilà, vue de côté aussi d'ailleurs, mais ce sera d'autres types de structures à ce moment-là. Donc là, sur les exercices, vous n'aurez pas grand-chose, entre guillemets, à faire là-dessus, sauf si on vous fournit directement la maille du cristal moléculaire que vous êtes censé étudier. Donc c'est-à-dire que dans le texte de l'énoncé, on vous décrit clairement une maille. Donc ceci conclut le chapitre sur les solides cristallins, donc un chapitre un petit peu long, avec pas mal d'exercices types déjà présents dans le cours. Donc ici c'est un chapitre entre guillemets un petit peu à part, vous voyez, c'est un chapitre qui existe tout seul au sein du cours de chimie, et souvent dans les sujets de concours, vous allez avoir une ou deux questions de cristallographie qui vont venir se greffer sur un problème de chimie qui va traiter d'autres aspects de la chimie. Donc c'est un chapitre qui est rentable au niveau des révisions, car il n'existe pas une année sans que de la cristallographie soit posée au concours, que ce soit à CCINP, à Centrale, à Mipon, etc. Sur ce, je vous dis, après cette vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, de ne pas hésiter à poser vos questions en commentaire, et je vous dis la suite au prochain épisode.